Bonjour, bienvenue à l'épisode 2 de Open Layer. Pour cet épisode-là, j'ai reçu Jérémy, débutant en actuariat, puis s'est passé ensuite au machine learning pour faire du AI principalement chez Evorest. Il a passé aussi par un bref parcours chez Element AI, donc il nous a parlé de tout son parcours qui l'a amené à finalement beaucoup plus s'intéresser au machine learning et à l'AI que de ses tâches traditionnelles en actuariat. Donc, c'est vraiment un excellent podcast qui explique vraiment tout le parcours qui a amené Jérémy vers là. Alors, on a discuté aussi un peu de l'éthique un peu qu'il essaie d'appliquer, ou du moins la morale qu'il essaie d'appliquer lorsqu'il travaille pour la gestion de portefeuille avec un AI. Donc, c'est un épisode qui est un petit peu plus long que d'habitude. Et on a eu un petit problème technique à un certain point parce que je savais plus trop on était rendu, faisait combien de temps qu'on était là. Puis ma pile manquait de pile dans ma caméra. Donc pour la fin, là, vous allez voir, c'est juste sonore finalement. Mais pour les prochaines, je vais essayer de faire ça encore un petit peu plus court. Là. Je pense que c'est un petit peu trop long. Puis j'aimerais ça aussi, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Je vais sûrement faire aussi prochainement un genre de Q&A avec une table ronde si on veut, un genre de panel un peu. Les gens vont poser des questions. Je sais juste pas encore de la plateforme parce que les gens vont pouvoir poser des questions soit en amont ou durant la présentation. Puis sinon, j'aimerais toujours encore remercier mes partenaires, donc le SPLA et l'Allier, et l'Agile aussi qui s'est rajouté comme partenaire. Puis je vous souhaite une bonne écoute. Ben on va commencer ça. Parfait. Je vais me présenter au début. L'autre fois, c'est ça qu'on m'a reproché un peu pour le premier. J'ai pas présenté Nick. Fait que, on assume que. Ouais. On va assumer que là, personne vraiment. Ben, je sais pas, la plupart des personnes connaissent, mais Jérémy, tu as un background en actuariat. On va en parler un petit peu. Puis après ça, tu as fait un transfert vers le machine learning. Puis présentement, tu es Head of Science chez Evorest. C'est exactement ça. Ouais. C'est d'autres choses que tu voudrais rajouter Ben, comme parcours professionnel, je pense que ça recoupe un peu par quoi que je suis passé. Là. Grosso modo, là, un gros scope, c'est ça. Ouais, je pense que c'est comme finalement un actuaire qui s'est retrouvé dans une niche moins traditionnelle, mais que j'ai pas l'impression de m'être complètement travesti dans mon rôle actuel, là, mettons. Là. Okay. Fait que je pense que c'est peut-être plus une tangente qui a été prise, mais je sais pas. J'irais pas comme à renier mon background d'actuaire, là. Je pense qu'il m'est encore toujours pertinent. Là, mais je voulais justement te poser ça comme question. Trouves-tu que c'est encore vraiment pertinent ce que tu as appris vraiment au niveau background mathématique, mettons en actuariat, puis sur certains concepts, puis tu as fait quand même les examens professionnels. Est-ce que tu penses que tout ce bagage-là a contribué à ce que tu as réussi à accomplir jusqu'à présent? Ben, de façon inégale, là, on va se le dire. Là. Ben, je pense que quelque chose qui reste dans le temps, des fois, c'est les fondements de maths, ça évolue pas bien. Tu regardes tes maths pour faire du deep learning, finalement, avec des maths du cégep, tu peux comprendre ce qui se passe. Là. Ouais. Fait que, c'est une dérivée partielle, la descente du gradient. Là? Ouais, ben c'est ça. Fait que dans la perspective de si tu as fait tes maths de cégep, tu peux comprendre la mécanique underlying. Là. Fait que c'est dans cette perspective-là que finalement, c'est pas des choses qui, si les technologies avancent vite, puis les manières de les implémenter, ben souvent les concepts sous-jacents, ben des fois c'est des choses qui sont plus persistants dans le temps. Puis je pense que c'est là où les notions de stats puis de maths, je trouve que c'était des acquis super pertinents parce que encore aujourd'hui, je trouve que une valeur ajoutée, mettons, d'un background d'actuaire, c'est d'avoir eu un peu le training là, à réfléchir, mettons, de manière probabiliste certaines ces éléments-là. Je trouve que c'est super utile. Puis je trouve que c'est une valeur ajoutée que si t'arrives puis avec une approche purement, disons, programmatique ou un mindset déterministe aux choses, ben, je pense que ça va avoir tu vas regarder les choses d'une autre manière, là, puis dans un contexte dans lequel on travaille en finance, je pense que ce mindset probabiliste-là est intéressant. Là. Oh, définitivement, ok. Mais mettons qu'on parle des examens professionnels, c'est plus soft, mettons, comme apprentissage. C'est plus, comme te dire, comme t'allais... t'as fait là, le training militaire, là, puis là, ce que t'en retiens, c'est la discipline, mettons, mais tu sais, des fois, c'est comme cher payé comme apprentissage, là, à mon avis. Fait que je suis quand même plus mitigé là, sur le parcours des examens professionnels. Là, ça m'a sur qu'est-ce que t'as apporté dans le machine learning? Ah oui, ben sûr que pour le machine learning. Ouais, je dirais même sur l'aspect général. Là. Okay. Point de vue très pragmatique, on s'entend, il y a des avantages salaires et compagnie qui sont très tangibles et que c'est des bons incitatifs. Sur le temps, les examens avancés, j'ai tout se passé comme au deuxième essai. Fait que finalement, j'étais 5 ans disons, dans le processus des examens une fois que j'étais sorti du bac. Fait que, ce qui est quand même pas pire pour ça.
Ouais, ben j'imagine que c'est comme... c'est correct, là. Je comprends, c'est un processus qui est pas inhabituel, mais Non, c'est ça. ben, je pense que, tu sais, quand même, dans la culture chez Intact où je travaillais, il y a quand même une... tu sais, le monde sont très motivés à faire les examens, fait que, tu sais, ça l'aide à ce que... Finalement, je pense que le niveau de passage des examens est probablement plus élevé que la moyenne aussi dans cet écosystème-là, mais... ça pour dire que c'est quand même 5 ans à faire des examens puis à apprendre un peu la discipline et compagnie. Ben, je pense qu'il y a un apprentissage de routine, puis de discipline à travailler, puis à avoir des méthodes de travail pour combiner, réconcilier travail puis études qui sont qui restent. Mais c'est quand même 5 ans où des fois j'ai l'impression que d'avoir peut-être consacré un peu plus de temps plus tôt à des choses plus appliquées ou les concours de machine learning dans lesquels je suis tombé plus sur le tard, je pense que ça m'aurait peut-être plus apporté. Là. OK. Tu trouves-tu quand même que tu as réussi à transposer ces méthodes de travail-là quand tu as terminé ce parcours-là? Je veux dire, d'un coup, tu as fini, autrement dit, tu t'es-tu assis et tu t'es tourné les pouces ou tu t'es embarqué sur d'autres choses? C'est une bonne question. J'étais pas comme. J'avais pas de plan de match défini sur OK, ben je fais mes examens parce qu'après ça, je veux pouvoir évoluer dans telle ou telle direction. Là. Je suis assez. Pas mal tout le temps été bonne franquette, on va Tu as dire. pris qu'est-ce qui passait, puis c'est cool, j'ai embarqué dedans ou. Ouais, ben c'est. Je pense que j'essaie de. Toujours une tendance, un intérêt pour la chose analytique, là, modélisation et compagnie. Dès le début de mon travail, là, on faisait de la modélisation avec les GLM quand je commençais à travailler. C'était comme la nouvelle méthode. C'est comme un peu l'introduction, le machine learning 1.0, finalement. On va pas nécessairement le labelliser machine learning, mais un peu l'approche un peu plus thématique, statistique et compagnie dans le processus de faire de la tarification, là, dans le fond. Okay. Puis ça, c'était quelque chose dans lequel j'étais quand même tombé rapidement dans mon travail. Fait que ça m'a toujours mis sur un peu la frange un peu plus R&D, défrichage. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a naturellement intéressé. Mais je soupçonnais pas que j'allais finalement un peu plus tomber dans la grande soupe machine learning. Finalement, je connaissais pas l'existence un peu d'un écosystème plus large de plein de disciplines qui s'intéressent finalement un peu à résoudre des problèmes qui se ressemblent. OK. Puis comment, à un moment donné, t'es arrivé à partir de... Tu étais dans un département planétique recherche, puis là, tu t'es retrouvé à dire, ben, je veux faire des Kaggle. Parce que c'est comme ça que je pense que t'as commencé, là, j'ai compris. Là. Oui, ben, je pense peut-être le premier déclic, je pense qu'il y a quelques moments charnières là, qui m'ont dirigé un peu plus dans le machine learning. Peut-être le premier, c'était dans les livres de recherche-développement, il y avait un petit projet, là, proof of concept, d'explorer des notes au dossier de réclamation pour voir si on pouvait pas avoir un signal plus intéressant sur la nature des sinistres. Fait que c'est dans le cadre de ce projet-là que j'ai comme découvert, comme réalisé toute ce qui pouvait exister en surface là, du côté du... Il n'existait pas juste des GLM finalement. Il n'existait pas juste des GLM, il existait comme du text analytics, des méthodes d'extraction de tokenisation de dictionnaires. NLP, ouais, fait que c'est un peu le NLP. Fait que tu as commencé un peu avec du NLP finalement. Ouais, mais de façon quand même très superficielle. Okay. Puis derrière ça, c'est au travers de ça aussi que je suis tombé sur des méthodes de gradient boosting, puis de support vector machine qu'il y avait là-dedans. Puis comment t'expliquerais, mettons, je te coupe un peu, là, le gradient boosting, comment t'expliquerais ça, ces méthodes-là à quelqu'un? Comment j'expliquerais ça? Ben, ça dépend. Si on part du building block d'un arbre décisionnel, je sais pas si on peut assumer partir d'un arbre décisionnel, c'est un concept. C'est connu, là, ouais. Disons parfait. Fait que si on part d'un arbre décisionnel, ben, le boosting, c'est de se dire, ben, je vais utiliser mon arbre, mais je sais que c'est une mesure un peu imparfaite parce que il prend des décisions de façon myopique. Là, il regarde tout le temps c'est quoi son intérêt premier pour faire croître ses branches. Là. Mm-hmm. Fait qu'on sait qu'il y a des imperfections. Fait qu'on va se dire, ben, on va juste l'utiliser comme un weak learner. Donc on va faire un petit arbre, mais on va capturer juste une partie de l'effet. Puis après ça, on va garder l'effet, on va regarder qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui n'a pas été expliqué par ce premier arbre-là, très imparfait. Puis on va itérer là-dessus. Puis on va construire un deuxième arbre qui va capturer l'effet résiduel. Donc là, on en construit un deuxième. Puis là, ensuite, on a deux arbres qui, combinés ensemble, capturent
encore un peu plus de signal, puis là, on regarde qu'est-ce qui reste encore à expliquer, puis on construit comme des arbres, une succession d'arbres de cette manière-là, jusqu'à ce qu'on arrive à finalement avoir une série potentiellement plusieurs centaines d'arbres comme ça, dont l'effet s'additionne, puis donne finalement un modèle pour des problèmes dont la performance et les problèmes de régression de classification sont state of the art. Là. Ok. Ce serait quoi la petite nuance par rapport au Random Forest? Ouais, ben la différence, c'est que le boosting, c'est qui apprend sur une succession d'effets résiduels. Donc, c'est one on top of the other. Là. Chaque arbre prend l'effet. Stack layer. Là. Ouais, c'est ça. Chacun va il explique ce qui n'a pas été capturé, le signal qui n'a pas été capturé par la collection des arbres sous-jacents qui le précèdent. Tandis que le Random Forest, c'est que c'est plutôt une méthode d'ensemble, finalement, qu'on part une large collection d'arbres qui sont chacun typiquement plus puissants que les arbres qu'on va utiliser dans une méthode de boosting, là, typiquement. Mais on va moyenner... faire un vote de groupe. On va faire moyenner leur signal, puis là, on va avoir un estimateur, justement, qui va être plus robuste qu'avec un arbre. Dans mon expérience, tant dans les concours que ce que j'ai pu voir jusqu'à date, typiquement, il y a le fit des méthodes de boosting vont avoir un petit edge de plus en termes de qualité de prédiction. Là. Ça, c'était mon expérience, mais c'est toujours dangereux avec les benchmarks parce que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va dire moi, sur ce dataset-là, cette méthode-là fonctionnait mieux. Là. Mais je l'ai tellement tweaké que je l'ai quasiment overfité, là, tu sais. Ouais, là, il y a ça aussi. Là. Mais mettons de façon honnête, des fois, il y a des méthodes qui vont fonctionner mieux que d'autres, mais par défaut, je dirais que c'est souvent un go-to. Puis dans ce qui est observé dans une grosse tralée là, de concours de Kaggle, que les meilleurs modèles ou meilleurs modèles uniques, c'est presque toujours des méthodes de boosting tree, soit de XGBoost ou de LightGBM, là, qui sont les principales implémentations là, de haute performance là, dans le domaine. Puis incluant les neural net là, pour des problèmes de régression, typiquement les trees fonctionnent très bien. Là. Ouais, on surperforme dans les problèmes de régression sur des données tabulaires. Là. Ouais, un modèle classique de prédiction. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas pour faire de l'analyse d'image ou un modèle de traduction. C'est pas adapté à ça. Ouais, ça se porte pas bien à ça, mais quand tu as 50 variables, tu donnes ça à ça et ça va très bien. Là. Ouais, exactement. Okay. Ouais. C'est un bon go. C'est un bon go-to, un essentiel là, dans le toolkit. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est un go-to. Ça donne rapidement le tweaking d'hyperparamètres. Non, c'est une méthode des datasets qui vont avoir une coupe de gigs, puis ça va bien. Puis avec des datasets de taille médium aussi, ça a une assez bonne robustesse, justement à cause du processus de rééchantillonnage qu'il y a à chaque itération qui fait en sorte que même avec des datasets modestes, souvent ça va avoir un signal intéressant. Là. Ok. T'as-tu déjà gagné quelque chose, Kaggle, ou t'as-tu déjà à Admeto? Tu t'as l'air d'en fait quand même plusieurs? J'ai fait quelques-uns, fait que j'ai pas... J'ai ramené aucune bourse en argent avec ça, mais j'ai eu quelques top 10% dans les compétitions, ce qui fait que j'ai un statut de competition expert, là, mettons. Fait que j'ai quand même un reward. Là. Puis il y avait une compétition, mon plus gros score, c'est une compétition c'est le crime classification, fait que prédisent quoi le risque de la nature du crime dans les arrondissements de San Francisco. Puis, mais lui, c'était pas une compétition officielle, elle était ouverte, puis il n'y avait pas de prix en argent. Fait que généralement, le niveau de compétition il est moins rough. Mais dans celle-là, j'avais fait 12 là, sur. J'avais fini 12e. Là, ça fait que celle-là, en absolu, c'était mon meilleur. Le meilleur. En absolu. Là. Ok. Puis avec Carl dans Ivovest, il y avait le Datacop de Desjardins, la première édition. Okay. On a fini dans un top 3, là, je me souviens pas le modèle, mais il y avait une présentation à faire à la fin, donc là il faisait le vote sur à la fois le modèle et comment qu'on présentait, fait que là je sais pas le modèle où est-ce qu'on se situait, puis à quel point qu'on s'est planté dans notre présentation. Dans le modèle, il y a quelque chose que vous n'êtes pas sûr. Là. Ouais, c'est ça. Une certitude sur qu'est-ce qui vous a fait que vous avez fait 3e par rapport à un autre. Là. Ouais. Vous avez fait la Datacop aussi de Desjardins? Toi puis Carl étant le CEO, je pense. Ouais, c'est ça, CEO et fondateur d'Ivovest. Okay. Fait que c'est Carl qui est parti Ivovest tout seul. Exact. Toi, tu t'es rajouté un moment donné. Il y a l'autre aussi qui est de SFA, j'ai oublié son nom. Ouais, Guillaume Bourg
regard. Ok, c'est rajouté aussi à quelque part. Avant toi, après toi? Ça s'est fait en décembre dernier. Ok. Ouais. Fait que vous aviez déjà lancé votre premier portefeuille global, je pense, c'est ça? Ouais, ben dans le fond, on avait 3 stratégies. Le portefeuille global, le fonds, c'est notre premier fonds. Ouais, ce que vous faites, le machine learning finalement que vous utilisez là-dedans? Ouais, c'est ça. Ben, Ivovest, une compagnie de gestion de portefeuille. Ok. Avec gestion de portefeuille, gestion d'actifs. L'idée, c'est de systématiser le processus d'investissement avec le machine learning. De prendre des actions d'achat. Ouais, de faire la gestion active de portefeuille. Ok. Fait qu'il pourrait arriver, si on se connecte sur un marché, votre portefeuille, ben en fait, votre modèle pourrait arriver de achète ça, puis il fait des transactions de ça, puis il n'y a aucun humain qui pourrait interagir dans ce processus-là. Techniquement. Ouais, ben en pratique, il y a une intervention humaine parce que. Étant donné la réglementation ouais. ça, mais théoriquement, il pourrait arriver, il pourrait juste se connecter sur le marché puis dire j'achète ça, puis il serait capable de faire tout ça. Ouais, la capacité théorique, oui, les capacités mais il y a quand même pour une faire ça. variation humaine, étant donné que la réglementation vous oblige à faire ça. Ouais, c'est ça, il y a une série de. C'est l'AMF là, qui vous oblige, j'imagine. Là. Ouais, c'est ça, ben il y a des réglementations en place pour. Qui est tout. Ce qui est côté conformité, législation pour des validations avant les trades, après les trades, est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a des positions de risque et quoi que ce soit, est-ce qu'on respecte les politiques d'investissement, fait que c'est tout ce genre de choses-là qu'il faut s'assurer qu'il soit fait correctement. Donc, pour que tout soit automatisé, il faut que tous ces modules-là aussi de conformité puissent être alignés. Fait qu'on on travaille là-dessus pour augmenter notre capacité d'automatisation. Là. Ok, fait que ce serait d'automatiser les genres de métriques qui doivent être vérifiées par un humain normalement, c'est ça? Ouais, c'est comme les mesures de contrôle de risque et compagnie. Fait que ça va faire partie un peu du processus puis de discussion pour voir avec eux, ben, est-ce qu'on est démontrer finalement que c'est des mesures qui sont au moins aussi robustes et vérifiables que si c'était fait de manière humaine. Fait que c'est toujours comme le fait que des fois qu'il y a un robot impliqué, je pense que ça suscite toujours comme une certaine crainte. Des fois, on sait que des fois les algorithmes, des fois, on voit des exemples où ils se trompent de manière un peu awkward. Fait que je pense que c'est important de démontrer que ce genre de situation-là pourrait pas se produire. Là. Fait que je pense que ça vient dans le spectre plus large, de la confiance envers les algorithmes pour des prises de décision réelles. Parce que là, c'est du vrai argent, c'est finalement c'est les économies de retraite de salariés. C'est pas que ça soit bon, ben j'ai plus d'argent pour la retraite. Ouais, non, c'est ça, puis on veut pas non plus être dans cette situation. On veut certainement pas être dans cette situation-là. À la base, une relation de. C'est quelque chose que je trouvais quand même intéressant là, à réaliser, comme c'est vraiment une relation de confiance puis qui est à un niveau assez intime là, avec les clients pour se dire tout le temps là, que je passe au travail puis tout ça, c'est pour pouvoir continuer à vivre à ma retraite, c'est tout le résultat de ce travail-là finalement que je te confie. Là. Ouais. C'est lourd comme responsabilité. Parce que quand même, les gens moyens passent au moins un tiers de leur temps sur un lieu de travail. Mm-hmm. Puis là, tu prends cet argent-là, puis tu veux pas que ça arrive comme bon, il te reste moins 1000$. Fait que, tu veux pas cette confiance-là. Ouais, non, c'est ça, là, c'est pas c'est pas du pocket money là, pour aller s'amuser avec ça. Fait que je pense il y a un rôle là, on peut appeler ça comme de fiduciaire là, en quelque sorte, mais c'est pas une fiducie, mais juste dans le sens de le professionnalisme puis qui a à mettre sur ce que ça représente cet argent-là. Faut pas l'oublier non plus quand on construit des modèles, c'est très abstrait, fait que des fois ça peut être possible de créer une distance émotive qui est importante pour être émotif puis se biaiser dans nos prises de décision, mais c'est important de pas oublier que c'est aussi qu'il y a des gens puis leurs économies qui sont derrière les opérations que t'as, là. C'est quoi justement votre position éthique par rapport à l'AI? Parce que vous faites quand même des actions qui ont un impact direct sur la vie des gens. Avez-vous comme une espèce de code d'éthique? Est-ce que vous... Vite comme ça, ça sonne bête de te dire non, là, on a aucune... C'est pas comme... aucune éthique, mais d'abord... non plus, là, mais tu sais, mettons, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place? Ou est-ce que, mettons, la charte sur les Montréal, ouais, la charte de Montréal, là. Est-ce que vous en faites partie, ou... je t'avoue qu'on on l'avait signé. OK.
il faudrait que je valide de souvenir, elle avait signé. Ben, tu sais, je pense que c'est. Les critères éthiques, je trouve que c'est quelque chose qui. Tu sais, quand on fait juste stamper, tu sais, créer des valeurs puis les stamper, tu sais, moi je suis. Les écrire sur un mur, là, mettons. Là, ouais, ben, personnellement, je suis bien allergique, tu sais, à canner tu sais, les messages de valeurs corporatives. Tu sais, ça vaut ce que ça vaut, tu sais, hein, on s'entend. Puis, fait que je pense que c'est. Ben, c'est une très bonne question parce que j'ai l'impression d'être moralement assez rigide, là, moi-même, personnellement. Fait que la manière des standards pour lesquels on travaille, je pense que c'est. On le découvre en interaction avec les autres personnes, pourquoi est-ce qu'on le fait. À l'origine de la compagnie, la vision, c'est de dire, ben moi, Scarlett disait, ben moi, pour ma tante qui place ses économies en ce moment, elle paye quand même pratiquement 2% de frais, comme bien des gens, sur son épargne. Je pense qu'on est en mesure d'avoir un impact sur cette personne-là, puis qu'elle paye moins de frais, puis d'avoir des meilleurs rendements, puis finalement avoir un confort accru à sa retraite. Ben, ça, c'est déjà comme une proposition qui, je sais pas si on peut ramener ça comme à un mot, à un slogan, mais je trouve que ça témoigne un peu de l'intention pour laquelle on travaille, puis je pense que c'est ça prend plus des fois je pense que nos actes parlent un peu plus que le slogan. Puis je pense que c'est un peu cette quand on découvre un peu l'état d'esprit puis les motivations qui animent les gens qui participent au projet, pourquoi qu'on le fait. Je pense que c'est ça un peu qui va driver un peu l'éthique dans la manière qu'on va travailler. Je pense qu'il y a beaucoup de décisions qui vont découler, éthiques, qui vont découler du mindset de pourquoi est-ce qu'on le fait. Ben, je pense que c'est à la fin parce qu'on peut avoir un alignement d'intérêt avec les clients qui en retirent davantage. Puis c'est ce que je trouve aussi assez beau, là, cet alignement d'intérêt-là. Si on fait plus de rendement, ben on va avoir plus de primes de rendement, mais notre client aussi, il est content. Là, fait que les deux ont un intérêt très aligné entre nous comme gestionnaire et le client. Puis ça, c'est quelque chose qui est aussi assez intéressant. Là. OK. Que, je sais pas, j'ai quand même patiné autour du terme éthique. Là, puis, non, mais tu sais, c'est normal qu'il n'y ait pas non plus un genre de cas de déontologie. Dit, quelqu'un fait ça. Je pense pas que c'est une méthode qui fonctionne. Mais c'était plus voir c'est quoi votre approche quand vous êtes fait face à un problème. C'est correct, ça ramène à la fait que dire c'est quoi nos valeurs, puis pourquoi qu'on a fait ça, puis c'est ça qu'on essaie d'imprégner dans qu'est-ce qu'on fait. C'est parfait. Là. Ouais, parce que j'essaie de penser à une situation où je sais pas si t'aurais peut-être un genre de situation où ça serait retrouvé comme en nom de décision éthique ou de dilemme moral, mettons. Puis j'ai quand même un peu de mal à avoir ce genre de situation là. J'aurais du mal à le voir. Là. Ben, c'est sûr qu'il y a des principes comme par exemple manipulation de marché, mais c'est des principes qui existent. Bien souvent, je trouve qu'il y a des problèmes éthiques de AI, c'est des problèmes qui existent même en amont un peu des enjeux algorithmiques. C'est juste que des fois, je pense que le fait algorithmique t'oblige à te poser explicitement la question. Mais comme la manipulation de marché, ben, même c'est pas parce que t'as pas un algorithme que c'est pas un problème si il y a quelqu'un qui va être capable de le faire pareil, même sans un ordinateur. Là. Ouais. Mais il y avait eu, je sais pas si on a entendu parler, je me rappelle plus exactement le projet, c'était quoi. C'était quelque part, me semble, aux États-Unis qui ont étudié, ils ont feedé tous des profils de criminels, puis ils ont dit un modèle, ce serait quoi, est-ce que tu penses que cette personne-là va aller en prison ou non, pas aller en prison, mais où ça va se rendre en prison ou non. Puis ils ont fait, ils ont entraîné un modèle, puis ils ont donné des sénateurs, puis tous ceux qui envoyaient en prison, c'était souvent toutes des ethnies. Fait que là, quelque part, il y a quelqu'un qui a fait comme moi, mais tu sais, en fait, il a juste mimiqué lui-même. Finalement, lui-même, il fait quoi? Il fait de la stigmatisation. Fait que en bout de ligne, souvent, qu'est-ce qu'on reproche à l'AI? C'est nous autres mêmes qui se met miroir en face puis qui se dit, c'est peut-être nous autres le problème, la source de problème. Lui, il nous a juste copié le machine learning. C'est ça qu'il fait. Là. Il est là pour nous mimiquer. Puis il nous mimique, puis on est comme, finalement, on est peut-être pas tant correct. On n'est pas blanc sur neige, là, tu sais. Fait que ça amène dans le sens que l'algorithme fait juste nous confronter à nos propres échecs finalement. Oui, puis aussi ça révèle la question des la question des biais là, finalement qui est quand même un sujet, un hot topic dans le domaine, puis que je trouve quand même aussi fascinant, c'est la question de
ben, tu finis toujours par avoir un a priori. Ben, est-ce que ton a priori, c'est que ça devrait être comme complètement even? Ou si il y a effectivement des déséquilibres qui sont présents, ben, c'est quoi les processus sous-jacents qui expliquent ces déséquilibres-là? Si tu regardes par une catégorie, par exemple, des sénateurs, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, s'il y a un déséquilibre, est-ce que c'est parce qu'il y a un processus, par exemple, des équipes, des conditions socio-économiques qui font en sorte que finalement, ben, dans les conditions socio-économiques défavorables, ben, il y a davantage d'exposition à des interventions policières et compagnie. Ben, il y a toutes ces questions-là qui viennent, mais que le modèle comme tel, c'est juste un modèle qui explique oui ou non, ben, tu n'as pas de réponse à qu'est-ce qui se passe sous-jacent. Puis souvent, c'est ce qui se passe sous-jacent, finalement, qui a un intérêt social. Puis, fait que les réponses, des fois, je pense que ça peut amener... Ça amène plus de questions que de réponses, c'est finalement de regarder ces résultats-là. Fait que ça fait juste, je pense, une partie du chemin. Puis je pense que ça ramène un peu l'importance d'explorer un peu les processus, finalement, qu'on analyse. Puis qu'est-ce qui... Finalement, c'est quoi quelles sont les causes réelles. Puis c'est là où c'est un travail, finalement, qui va bien au-delà un travail de machine learning, là, finalement. Tu as toute la question sociale, anthropologique de compréhension du système qui est en place. D'achat qui fait en sorte que ça met en place. Là. Puis ça, c'est que je pense de quoi qui est peut-être un chaînon un peu plus manquant dans la réponse, là, où je pense des fois, on constate le biais ou on veut le contrôler, mais des fois, j'ai l'impression peut-être que c'est important, je pense, d'avoir la réponse un peu plus d'explication de processus si on veut adresser le problème plus simplement, plutôt que de simplement de se dire ben voici mon a priori doit être que le modèle doit être à 50-50 dans chacun de mes buckets, mais t'as pas répondu au problème parce que finalement c'est ça qui a été observé dans tes données, donc on devrait plutôt se poser la question qu'est-ce qui fait qu'il y a ce débalancement là dans les données là, à mon sens. Mais qui est plus un travail social, de société plutôt que finalement juste du machine learning. Ben, je pense que ça révèle, dans le fond, des questions qui vont au-delà de simplement la science de données. Là. Je pense que ça serait tout simplement ça. C'est ça mon commentaire, c'est de se dire que la science de données, faut pas comme penser que ça finit par... ça sauve le monde. Là. Il y a comme plein d'expertises qui sont... C'est un problème qui est quand même présent. J'entends beaucoup de gens qui sont comme... Le AI va juste littéralement sauver tout le monde. Un peu comme... Tu sais, je remonte un peu dans l'histoire, là, je suis un petit peu un fan de l'histoire, mais tu sais, quand on est sorti là, de la Seconde Guerre mondiale, on se disait, là, let's go, s'il n'y a plus de guerre, tout va bien aller, puis genre, l'économie va nous sauver, si va nous sauver, puis là, finalement, t'arrives 40 ans, 60 ans plus tard, t'es comme, ou not. Fait que tu sais, c'est juste que, c'est ça, je sais pas, je vais aller avec ça, mais... Ouais, je pense que c'est peut-être juste l'idée de rester, garder une part d'humilité sur le fait qu'on a on a des connaissances qui sont limitées quand on regarde la soupe des connaissances qui existent dans tout plein de domaines. Puis aussi, comme individu, on est un rassemblé d'individus qui ont des intérêts, des valeurs différentes. Puis il va toujours y avoir certains échanges d'intérêts puis d'idéaux qui vont se percuter. Puis je pense qu'on essaie d'avoir que ces percussions-là soient pas toxiques, mais c'est sûr qu'il y a un échange. Ça fait partie, je pense, de l'aspect quand tu crées quelque chose, tu finis toujours par... Il y a une friction, il y a une certaine opposition qui naît. Là, quand tu veux bâtir un autre projet, tu es en train de dire, nous, on veut faire un nouveau type de gestionnaire, on se trouve à être en opposition à un modèle existant. Fait que ces genres de frictions-là vont toujours exister. Je pense c'est de voir comment est-ce qu'ils peuvent être... on peut une médiation qui reste saine là, plutôt que de créer l'agression. Vous avez de la friction par rapport à les services que vous offrez? Disons, mettons, des personnes directement nous ont dit ce que vous faites, ou je sais pas. C'est arrivé? Non, la seule chose, il n'y a pas eu de friction de fait de compétiteurs. J'ai jamais rien ressenti là, de style de la part de compétiteurs. Peut-être qu'on est encore... beaucoup trop petit pour représenter une menace puis susciter ce genre d'hostilité-là de toute manière. Mais tu sais, ça aurait pu arriver. Surtout, je pense que c'est dans un espace de coworking, fait qu'il y a peut-être des gens qui auraient pu côtoyer puis dire genre, ce que vous faites, je sais pas trop, là, peu importe le discours là, qui aurait pu être. Là. Ouais, tu sais, on est comme dans un espace de WeWork qui est typiquement des gens assez tech, start-up, travailleurs autonomes, fait que tu sais, juste...
je dirais que le genre de projet qu'on a, c'est... Je les excite plus qu'autre chose. Finalement, peut-être que c'est un match qui est comme un peu naturel d'avoir ce genre d'approche-là, probablement, à la finance pour bien des gens dans ce genre d'univers-là, un peu plus tech-wise. C'est sûr que sinon, il va y avoir plus l'objection de... Les objections principales vont plus venir des fois des gens du milieu, ils vont dire, des monstres comme BlackRock et compagnie, à quoi ça sert d'essayer, de même penser essayer, tu sais, que avoir une proposition sur une approche de données qui va pouvoir trouver sa niche par rapport à ces géants-là, ou juste simplement, tu sais, par rapport à l'écosystème, que c'est quand même des gros joueurs, même ici localement, qui font les gestions de portefeuille, c'est des gros groupes financiers, mais je pense que même ces gros groupes-là font face dans leurs équipes aux mêmes enjeux de implanter des approches de machine learning puis d'AI. Puis là-dessus, je pense que la démocratisation un peu de ces approches-là, puis l'ouverture de la recherche dans le domaine fait en sorte que je pense qu'on a notre petite taille, l'agilité de notre taille puis de notre mindset est un levier qui peut compenser la petitesse de nos ressources actuelles. Par rapport au capital de BlackRock, quelque chose comme ça, mais que c'est des grosses équipes, donc des paquebots qui tournent d'un bord ou de l'autre, c'est plus long. Là. Ouais, puis je pense qu'ils ont aussi possiblement des intérêts différents aussi. Puis finalement, il y a plusieurs, comme au meet-up qu'il y avait hier, des gens posaient des questions, est-ce que vous considérez tel type d'information? Puis il y a bien des compagnies qui vont pouvoir s'intéresser à moi je m'intéresse à par exemple, je pense à une autre compagnie qui se spécialisait sur du forensic accounting, mais qui vont vraiment essayer d'arbitrager sur ces éléments-là très pointus. Fait que je pense qu'il y a quand même plusieurs tales sur lesquelles différentes compagnies vont pouvoir se concentrer, puis aussi sur juste les liquidités disponibles de différentes stratégies. Si tu fais du high frequency trading, possiblement que tu peux avoir peut-être du high frequency trading, qu'on pense à vraiment agir au niveau du book order, là, de qu'est-ce qu'il y a les autres qui sont envoyés. Donc là, on est plus dans les fractions de secondes. Là, mais là, on peut penser que là, les exécutions peuvent pas... les volumes d'argent aussi, ils vont avoir des limitations. Bref, selon le type de stratégie dans lequel on va agir. Donc encore là, il y a une panoplie d'approches puis de philosophie de gestion. La nôtre est un peu plus long terme. Là. On a teinté justement par une philosophie d'investissement plus fondamentale, là, finalement. Okay. Fait que c'est notre... il y a des niches, puis je pense que c'est ça, il y a plusieurs niches qui peuvent aussi mener à une création de valeur. Là. OK. Quand tu as décidé de passer de... Parce que là, tu travaillais, mettons, on recule un peu, là tu travaillais chez Intac encore. Là, tu as commencé à faire des cargols. Ouais, j'ai commencé, en fait, le cargo, j'ai fait un saut en... c'est ça, tu t'es intéressé parce que tu as appris qu'il y avait d'autres méthodes que les GLM auprès d'Intac, c'est ça? Ouais, puis j'ai fait un saut en consultation chez Willis Towers Watson, un peu plus qu'un an et demi. Chez Willis Towers Watson? Ouais, c'est des services de consultation. Fait que c'était... consultation en actuariat? En actuariat, ouais. En fait, c'est une firme qui a une pratique assez diversifiée. Là. C'est quand même un monstre là, comme compagnie. Je pense que c'est assez mondialement, là, partout. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu partout. Beaucoup les services de retraite, pension, assurance collective, courtage du côté de Willis. Fait que ça ratisse... Ils font du courtage financier aussi? Du courtage d'assurance. OK. Fait que comme broker. Donc... ouais, fait que ça ratisse large. Où j'étais, c'était une pratique là, de consultation en assurance de dommages, PNC, analyse de programmes d'assurance, des fonds aussi, des captives, donc des compagnies qui créent leur propre compagnie qui s'auto-assurent, des choses comme ça. Okay. Fait que c'est comme une... finalement, ça n'a pas été un super bon fit pour moi ultimement. Là. Je suis resté là moins d'un an et demi à peu près, puis je suis retourné chez Intact. Mais c'était pour moi, j'avais comme le besoin comme de sortir un peu de la zone très analytique R&D. Puis j'avais le sentiment de risquer d'être que tu sais, l'étiquette te colle là, des fois. Et des fois, tu peux te coller une étiquette de OK, toi, t'es un gars d'R&D. Là,
vas-y, va la raider, là. Des projets d'arrêter, puis ça reste dans ma C'est ça, puis tu sais, c'est peut-être un peu aussi victime de si ça se passe bien, tu te dis, personne aime ça la raider, fait que, tu sais, on va y en donner plus de raider, puis ça va. Et, puis, dans le fond, des fois, tu peux comme être enseveli sous ta, sous ta propre caricature. Finalement, tu deviens comme le personnage que tu dis que tu deviens. Ouais, c'est ça, exact. Mais t'es comme, mais finalement, c'est pas tant ça que je voulais faire. J'aime ça, mais genre, j'ai essayé d'autres Ouais, choses peut-être pas aussi, juste ça. Puis fait qu'il y avait ce besoin-là d'explorer. Puis je connaissais quelqu'un là, qui m'avait approché, là, puis avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Puis fait que là, ça a un peu sorti de ma zone justement de confort à un peu plus de production pragmatique, rapide, des délais. C'est un autre rythme, justement, entre le recherche-développement, que les deadlines étaient beaucoup moins serrés que ce qu'il peut avoir dans un univers de consultation. Fait que le client veut son rapport dans 2 semaines, il le veut dans 2 semaines. Ouais, c'est ce genre de dynamique-là. Là, puis fait que ça, c'était quand même un bon learning. Là, finalement, dans ces genres d'exploration-là, même si ça finalement, je me suis pas révélé une affinité particulière pour la consultation, c'est pas des expériences que j'ai regrettées pour autant. Là. Ça l'ouvre les yeux. Ouais, ça sort la tête. Ça sort la tête du cul, comme on dit. Là, puis tu vois, OK, il y a tout ça qui existe. Puis c'est peut-être pendant ce temps-là où j'avais moins de raisons là, de pousser de l'analytique dans ces rôles-là, ou pour compenser peut-être, je me suis mis à mettre dans des concours de Kaggle, là, fait que c'est là où réaliser aussi, en lisant du code, des scripts que les gens peuvent mettre sur ces plateformes-là, ça a permis de voir un peu les best practices, voir les solutions gagnantes, c'est quoi l'état d'esprit que les gens avaient pour développer ces solutions-là, découvrir aussi certaines librairies qui étaient plus performantes, comme le XGBoost, là, qui est une implémentation là, du gradient boosting, par exemple. Fait que c'est là que j'ai fait mes premières armes, c'est là que j'ai commencé aussi à m'intéresser un peu plus au deep learning. Puis à ce moment-là, il y a eu on a parlé que chez Intact, il y avait une initiative là, en Big Data Machine Learning là, qui voulait... Le début du genre d'Intact Lab qu'ils ont fait. Là. Ouais, c'est ça, c'était... c'est genre quoi, 2014 à peu près? Je suis pourri dans les dates, là. Ça me semble que c'est à peu près dans ces années-là qu'on a commencé, genre, c'était une équipe de 6, genre, quasiment au début, là. Ouais, c'était comme c'était le Intact Lab, puis c'était un assemblage là, d'équipes, d'équipes web, donc des aspects front-end, mais aussi l'équipe de... Fait que c'était un mélange de ces équipes-là, puis aussi de l'équipe de R&D d'actuaires. Fait que c'était essentiellement des actuaires qui étaient dans l'équipe, puis c'était greffé data scientist, puis un météorologue dans l'équipe, là. Okay. Puis... fait que ça, c'était la composition un peu initiale. C'était vraiment une toute petite équipe. Puis finalement, fil en aiguille, 6 mois plus tard, là, le Data Lab a vu le jour. Puis là, ça s'est mis à décoller à vitesse grand V. Là. Fait que là, beaucoup d'acteurs se sont joints. Puis ensuite, d'autres disciplines aussi. Puis à ma compréhension, là, aujourd'hui, c'est une équipe quand même très diversifiée. Là, où, les actuaires. Des ingénieurs logiciels aux démographes, aux statisticiens, ça touche à tout. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça s'est beaucoup diversifié par rapport à initialement où finalement c'est une cellule d'actuaires. Puis là, il y a eu un mélange là, un peu plus là, interdisciplinaire qui s'est fait. Là. Fait que à l'époque où j'étais là, j'étais avec une équipe composée, c'était pas mal juste des actuaires. Là, puis de développer ça, des approches de machine learning pour un peu revisiter la manière là, d'aborder les différentes tâches actuarielles, mais en renouvelant le toolkit là, de l'actuaire, là, finalement. OK. Fait que c'est pas mal là aussi que ton expérience Kaggle t'a permis d'aller chercher les tools pour être capable de mieux l'appliquer dans ce genre de code-là de travail. Oui, exactement. Il y avait une transposition qui se faisait quand même naturellement. Des problèmes... en faisant un Kaggle, problème de régression, classification, compagnie, tu faisais déjà ouais, exactement là, puis tu fais déjà des modélisations GLM, le lien se fait vite là, que c'est comme OK, on devrait probablement regarder à appliquer ces méthodes-là. On a peut-être un petit gang gagné, pas trop compliqué d'aller chercher ça. Là, ouais, c'est ça. Puis il y avait ça déjà quelques personnes qui avaient pas mal
d'intérêt pour le sujet, qui fait au sein des actuaires, qui faisait ça on the side, puis qui avait un intérêt pour la chose. Fait que ça a formé un peu un peu le core du départ, de dire on peut essayer, on va les pousser là, ce projet de R&D là, ça va pas être juste comme un long shot, mais ça peut être peut-être la bonne chose à faire, de mettre en production ces projets-là. Fait que c'est un peu ça là, aussi le mandat du Data Lab, là, c'est de faire en sorte que le R&D, il y a un canal d'accès beaucoup plus direct vers la production. On va mettre en production des modèles. Là. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que effectivement, c'est un enjeu, je pense, encore d'actualité dans bien des entreprises. Là, je peux penser à plein d'exemples où des fois on va se dire je vais engager des PhD puis là ils vont régler mon problème. Là tu réalises le problème il est peut-être résolu sur papier, mais j'ai encore aucun mais là j'ai pas de résultat. Puis c'est quand même délicat là, réussir à trouver cette bonne recette là où tu gardes du monde stimulé pour explorer, puis en même temps tu t'assures à s'assurer que tu peux descendre les projets, les modèles auprès des usagers, parce que des fois ça va impacter des gens qui n'ont pas été impliqués dans le développement des modèles, là, que mettons c'est des méthodes qui vont des modèles qui vont impliquer, qui vont avoir des impacts sur des centres d'appel par exemple. C'est important que le monde dont l'approche puis le genre d'intervention qu'ils vont avoir à faire, si c'est modifié par le modèle, qu'ils comprennent pourquoi est-ce que c'est modifié, puis qu'il y ait une compréhension un peu minimale de pourquoi est-ce que les modèles amènent un changement dans leur pratique. Fait que l'aspect éducation reste toujours importante, avoir le buy-in de tout le monde, c'est impliquer tous les stakeholders, d'avoir une transparence plutôt d'arriver comme un tank. Fait que je pense parce que ça reste du cas par cas, là, mais... Bon, mais est-ce que vous avez eu la chance d'en faire? As-tu eu la chance d'en faire pendant que tu étais dans l'équipe d'Intac au Data Lab? Ouais, là, je sais pas c'est quoi dans la mesure du détail de ce qui est adéquat de parler comme un projet d'implantation, là. Mettons, on va plus global. Ça serait quoi ton approche pour mettre en production un modèle, mettons? Parce que là, je sais que vous en mettez en production. Ouais. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Je sais pas au niveau des autres personnes comment ça fonctionne. J'ai jamais été confronté à ça, d'arriver, de dire, j'ai fait un modèle, puis là, on le met, puis il est live running. Là, genre, c'est quoi les étapes ou le processus, comment tu fais ça habituellement, mettons? Ouais, l'approche des productions qu'on a en ce moment est assez soft, dans le sens où on n'a pas un API, un service d'API public que tout le monde peut interagir avec. Fait que ça enlève de la pression sur la mise en production qu'on a. Là. Mm-hmm. Mais je pense que une approche d'être clean dans l'organisation un peu de son pipeline analytique, puis de s'assurer, au final, c'est d'avoir s'assurer d'une reproducibilité. C'est vrai en recherche, mais je pense que le terme s'applique bien aussi en mode production. Fait que tu dis comme des choses comme Docker, des affaires de même? Fait que, exactement. Aussi, quelque chose comme ça, là, je pense. Ouais, Kubernetes. C'est quoi? Ça c'est... j'ai pas travaillé avec, fait que là... peut-être pas la bonne... Plus l'expliquer non plus. C'est fait pour comme gérer plus dispatcher les jobs, les requests vers tes ressources Docker. Fait que ça va être comme c'est un orchestrateur d'images. Fait que si tu veux faire un déploiement qui se scale, là, tu utiliserais Kubernetes qui permettrait là, de scaler, parce que si tu as full query, là, tu pourrais avoir plusieurs images de la même image qui roule, mais pour qu'il y ait plusieurs ressources disponibles pour la même tâche, mettons. Là. Okay. Fait que mettons, vous montez une image Docker. J'espère pas dire une niaiserie, là, mais même que ça serait pour ça. Mais ce serait pour ça que je l'utiliserais. Ça serait pour ça que je l'utiliserais, là. Ouais, ta compréhension de ça serait comme ça que tu l'utiliserais. Ouais, fait que ce qu'on utilise dans notre cas, c'est simplement des Docker, puis c'est ce qu'on fait pour de façon modulaire pour les différentes tâches de notre pipeline. Fait que disons qu'on a un processus de préparation de données, on a finalement un Docker de data prep, puis on va avoir un Docker de modèle, puis qui se trouve à
à avoir leur versionnement. Puis quand on a un modèle en prod, ben, un modèle en prod, finalement, va correspondre à un versionnement d'images de préparation de données, de transformation. Finalement, d'une collecte de données, t'as une transformation. Ouais, fait que mettons, peut-être que je t'ai pas. Fait que là, mettons, vous avez un Docker, une image pour les différentes étapes de votre processus. Puis là, mettons, je change la première étape, fait que vous pouvez juste switcher pour la nouvelle version d'image, puis votre modèle, le reste, c'est pas impacté, puis tout est correct. Ouais, c'est ça. On pourrait faire un changement qui pourrait être breaking change pour la suite, puis là, il faudrait que toutes les autres images soient mises à jour, mettons. Mettons que c'est juste comme des petites lignes de code là, pour optimisation. Ouais, c'est ça. Disons qu'on met à jour l'algorithme. Là, mettons un cas typique, ça va être peut-être le module d'entraînement de modèle qui, lui, par exemple, on va mettre à jour un algorithme pour construire le modèle. Il va prendre les mêmes données transformées que d'habitude, fait que ça va être encore la version 1.0, disons, de la préparation de données, mais le modèle il va passer de version 1.1 à 1.2. OK. Puis là, ça va se trouver à être notre engin prod de modèle qui va être l'image 1.2, qui est notre image de prod, puis qui va être versionnée comme ça. Donc, on va avoir des images qui vont être pour notre développement. Fait que si on veut faire des tests, on va avoir une image de modèle en développement. Puis, si on voit que ça performe bien et qu'il y a des gains, on va avoir l'équivalent de notre comité d'investissement finalement qui va juger de la validité des biens fondés de ces gains-là. Puis on va mettre la version maintenant 1.3 qui va être la version sur laquelle on va exécuter notre production. Là. OK. Fait que, c'est un aspect qui est assez intéressant, là, toute l'interface entre le versionnement de code puis le versionnement aussi des environnements d'exécution finalement. Que les deux, finalement, sont un peu versionnables et vérifiables un peu de la même manière. Donc, tu peux avoir ton master ou ton release de code, de version de code, de la librairie. Fait qu'on va avoir un versionnement de la librairie, finalement, mettons, le projet qui est sur GitHub, qui va être en version 1.2, mais on va avoir potentiellement l'équivalent aussi du versionnement de l'environnement de l'image Docker. Donc, le script qui génère l'environnement lui-même peut être tu peux le versionner finalement, tu as la version de ton Dockerfile qui définit ton environnement, donc avec ce Dockerfile là qui est versionné, on peut aussi garantir s'assurer qu'on a une consistance dans l'environnement sur lequel le code du modèle va s'exécuter. OK. Puis quand tu veux faire un développement de beau module, est-ce que mettons, on va reculer plus en arrière là. Peut-être tu as quand même une très belle architecture. Est-ce que c'est juste toi qui as pensé à ça ou est-ce que tu as cherché cet apprentissage-là? Parce que c'est pas le genre d'affaire qu'on apprend dans Actuaria définitivement. C'est du génie logiciel assez pur et dur. Là. Ouais. T'as appris sur le tas, t'as lu des livres. Ouais, les trucs de versionnement de code, j'ai été initié à ça quand en même temps que je me suis mis à m'intéresser au deep learning. Je suis tombé sur moi c'est la librairie MXNet avec laquelle je travaille pas mal. Puis mais je suis intéressé à la librairie. Il y avait un binding R à cette librairie-là. Puis là, j'ai commencé à avoir une première contribution, mettons, que j'ai faite avec cette librairie-là. Puis pour le faire, là, j'ai découvert comment ça marchait un pull request. Là, fait que j'ai fait ça bien tout croche. Là, puis c'était comme... Est-ce que tu t'es fait insulter? J'ai pas été insulté, mais j'étais comme gêné. C'était comme... C'était passif-agressif, là. Les messages là-dessus, là, des fois, communauté, là... des fois c'est harsh, hein? Quand tu fais pas ta job comme faut, surtout je trouve les développeurs, là, tu fais pas ta job comme faut, ils vont te le dire assez agressivement. Ouais, j'avoue, l'autre truc qui est comme j'ai quasiment un running gag, c'est plus dans la communauté Julia où dans les débuts, ça s'est calmé, mais il y a comme eu un moment où des moments, quand tu faisais une recherche Google du langage, dans la première page de résultats, il y avait de quoi sur vraiment comme un post de hate associé au fait que des personnes très frustrées de pas avoir eu des bons feedbacks, des bons commentaires, puis que le monde c'était vraiment des gros trous de cul, puis tout ça. Mais Julia, c'est Google, je pense. C'était développé au MIT. MIT. C'était Google. Okay. Ouais, Google, la question c'est il y a Go. C'est mieux, ok, mais je pensais que peut-être tu t'es mis la main dedans à un moment donné puis qu'il y avait pas tout ça. Mais, okay. À ma connaissance, il n'y a pas de. C'est sûr qu'il y a du monde de chez Google qui touche à tous les. Qui touche à tous les langages. Je pense qu'il y a une curiosité
assez élevé de ces ouais, gens-là, dans tout ce qui se passe, là. Fait que j'ai aucun doute qu'il y a des gens qui s'y Non, mais je intéressent. pensais vraiment qu'il y avait vraiment comme parti ce langage-là pour faire ça, mais... Ouais, non, c'est vraiment le MIT, des gens du MIT qui avaient... Qui était pas très gentil sur GitHub, mettons. Ben honnêtement, quand j'essaie de... Je sais pas qu'est-ce qui appartient à, disons, l'âpreté des commentaires ou, disons, la sensibilité de celui qui recevait. Mais c'est clair que mais des fois, j'en vois où est-ce que... Quand c'est des discussions de design, puis de voir que la personne propose des choses, puis là, il se fait des fois répondre, ben tu sais, c'est comme ton armchair design, là, tu sais, en voulant dire, ben tu sais, c'est comme toi, tu t'assis là, avec tes crottes au fromage en disant, t'as-tu pensé faire ça, mais propose donc, fais donc pull request avec du code qui fonctionne, au lieu, tu sais, des idées, on en a toutes, puis tu y penses, mais c'est quand même un peu vrai, tu sais, c'est comme des idées, souvent c'est pas les idées qui manquent, c'est de s'impliquer, puis de dire pourquoi est-ce que ça serait une bonne idée, puis des fois c'est pas de mauvaise foi, là, t'essaies juste de comprendre aussi, tu sais, quand t'arrives aussi dans ces écosystèmes-là, puis t'as un nouveau learner, là, puis tu sais, je suis passé vraiment là-dedans justement en actuariat, l'aspect informatique il est pas très large, là, mettons, le spectre de la formation, fait que c'est de comprendre c'était un serveur Unix, des affaires là, ben tu sais, c'est vraiment la grosse base là, puis tu sais, c'est pas c'est quoi les commandes là, ls pour afficher, tu sais, je sais pas là. Ouais, là, je t'avais quitté Vim. Au début, moi, la première fois que je suis tombé dans Vim, là, j'ai eu peur, là, je savais pas pendant qu'est-ce qui se passait là. Ah ben moi j'ai abdiqué, j'utilise Nano comme éditeur là, quand j'ai édité. Mais quand tu pars avec Git de base, puis tu as un merge request, il t'ouvre un éditeur Vim tout de suite. Ouais, je pense que j'ai mis l'option pour Nano là. Ouais, c'est ça. Mais... Ah oui, mais j'avoue, j'ai vécu l'expérience d'un écran, puis là, qu'est-ce que je fais, je suis pris. Moi, j'ai tout fermé, puis j'ai comme délité le repo, puis j'ai recommencé là, parce que j'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait là. Ouais. Genre de statcher puis tout. Puis au début, quand tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sais comme la première fois aussi que quand t'as un merge request, il te met des lignes, il te dit genre hey, ce code-là, je suis pas capable de le gérer. Moi, ça m'a pris un bon bout de comprendre pourquoi est-ce que j'arrivais pas à faire des pushes, j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis on m'avait juste pitché dans un projet, fait que là je faisais des push and pull, let's go, faire n'importe quoi. Mais c'est sûr qu'au début, c'est pas une communauté facile à apprendre et accueillante tout le temps. Ouais, ben tu sais, il y a du monde qui veulent que ça opère, tu sais, on est, c'est compréhensible, puis il y en a d'autres qui veulent s'y intéresser, puis certainement que bien souvent, tu sais, du monde qui font juste un peu gossailler, puis des gens qui sont là depuis longtemps, ça soupçonne qu'en moyenne, ça sert à rien de trop mettre de temps parce que la personne veut juste gossailler puis arrêter de s'impliquer. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a une question d'intérêt. What's in it for me là, dans tout ça. Mais ouais, des fois c'est dur de se starter, ça peut être assez intimidant, c'est quand même, ouais, c'est effectivement comme l'onboarding, c'est-à-dire je veux me starter si j'arrive pas d'un background software. Ouais, ou de compréhension d'informatique. Apprendre des lignes de code sur le tas, c'est tel que tel, ça peut se faire, réussir à le faire, mais de contribuer puis d'être dans un environnement de développement, c'est vraiment un autre game. C'est cette barrière-là que, tu sais, comme toi, tu as réussi à la passer finalement en contribuant. Ouais, ben je sais pas, non, mais c'est borderline. Non, mais tu sais, dans le sens où tu t'es pitché l'autre bord, puis tu as contribué, puis tu as continué à apprendre sur le tas, là, mais tu aurais pu juste retourner de bord puis jamais retourner, là, tu sais. Mais t'as quand même, tu me parles quand même de concepts quand même assez avancés en génie logiciel, que c'est le genre d'affaires que t'apprends pas juste sur le tas n'importe où, il faut quand même que tu t'en aies fait. C'est quand même très bon. Là. Ouais, ben c'était. Ben je pense que c'est on the side sur un projet. Ben c'est peut-être pour ça que c'est pas un bon conseil d'essayer de contribuer à un projet, mais c'est harsh. La première chose, c'était vraiment c'est juste la visualisation du network, du graphe de network. Il dépendait la dépendance, le package, il y avait une dépréciation de la librairie de visualisation. Puis j'ai comme un peu reworké pour m'adapter à la nouvelle librairie. Fait que c'était très superficiel, mettons, comme contribution initiale, mais ça m'a pris tout mon petit jus pour faire en sorte que je puisse finir faire un pull request, puis l'approche quand ça marchait pas, c'était effectivement delete, reclone, puis on repousse. Là. Mais au début, ça fonctionne. Ouais, c'est vraiment l'approche essai-erreur. Mais ça me soulève, je trouve que c'est intéressant, ce que ça soulève comme point de... Ce que je pense, c'est pour bien des praticiens, de mettre des idées en place. De plus en plus, je trouve que d'avoir cette habilité-là, l'outil informatique, je trouve qu'il est
de plus en plus pertinent. En tout cas, en actuariat, ça me semble évident. Mais faire ce pont-là, de l'outillage, là, de juste être équipé en mode un peu production pour mettre ses idées, là, les faire vivre, je trouve que c'est... On dirait qu'il n'y a comme pas encore une recette là, qui a été bien, bien élaborée pour que ce soit user-friendly par rapport à une communauté comme de développeurs hardcore qui savent. D'ailleurs, c'est évident là, que t'es bien jambon là, avec ça. Je connaissais ça à 16 ans. Mais ouais. Là, ok, c'est bon, je vais m'en mettre de base, je vais faire quelque chose. Là. Ok, ouais, mais je sais pas s'il existe comme de genre de tu sais qu'à Goal, tu fais des modèles, puis tu pêches le modèle, finalement, c'est juste la prison, c'est calculé sur métrique, mais il n'y a pas de place, c'est comme, mets donc un modèle en production, puis on va le tester. Il n'y a pas rien de ça qui existe, ça ferait quelque chose de pertinent quand même pour permettre à des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup d'expérience de se mettre les mains dedans, finalement. Là. Ouais, peut-être avoir juste quelques exemples, parce que finalement, ça peut être pas très sorcier, il y a des outils... je regardais, mettons, juste un exemple de Plumber, par exemple, là, dans l'écosystème R. Finalement, tu as fait une fonction, tu peux en faire un API sur un serveur assez simplement. Ça prend juste un petit jump, mais c'est juste que les outils que tu utilises, comme, OK, ben là, c'était un serveur, qu'il y a comme des fois des abstractions qui sont intimidantes, ou en tout cas qui l'étaient pour moi, de me dire, OK, ben je jette un serveur, tu sais, au final, c'est quoi que je fais exactement, là, je jette un serveur, là. C'est bien beau, tu me dis ça, mais qu'est-ce que ça l'implique, là, puis ben, c'est de dire, OK, ben là, tu peux utiliser un service cloud, là, fait que, comment j'ouvre un cloud, un serveur sur AWS ou Google Cloud, c'est tous ces éléments-là que finalement, ça s'accumule, puis ça fait comme beaucoup. Ouais. Puis tu dis, est-ce que c'est nécessaire que j'ai-tu besoin d'avoir à apprendre tout ça? Parce que si tu veux mettre un modèle en prod, c'est difficile de sauver de cet aspect-là, de setter une machine et compagnie. Faire du machine learning, mettons, d'apprendre ça. Mettons que j'aurais quelqu'un qui t'arrive et il dit moi je suis au secondaire, qu'est-ce que je devrais apprendre dans les 3 prochaines années pour être capable de faire du machine learning? Ouais, c'est le toolkit finalement. Ouais, je ramènerais, je pense au début, conversation, je te disais qu'est-ce qui me reste, je pense, qu'est-ce qui est pertinent de ma formation que j'ai pu avoir. Puis, puis pour moi, ça reste, des maths, des stats, probabilités. Okay. Pour moi, ça reste, je pense, les éléments fondamentaux qui permettent de comprendre ce que tu fais en faisant un algorithme, là. Puis je pense qu'il y a la dimension de computer science qui est intéressante. Puis pour moi, continue à être, je pense, mon principal angle mort, là, quand vient de... Je veux faire de quoi d'efficient, puis là, je suis confronté à les questions d'allocation dans le stack ou dans le heap, ces questions-là, que je suis en défrichage encore de ces notions-là. Okay. Pour les questions plus de performance, de faire de quoi d'efficient, puis production, il faut les considérer selon encore là, le contexte dans lequel va vivre le modèle. Mais ça, je pense que ça peut être intéressant aussi de comprendre un peu la mécanique computer science, là, une allocation en mémoire, que les chiffres, c'est dans un ordinateur, des integers, des floats, half float, double float, un peu de ces notions-là, faire le pont entre la représentation mathématique puis comment est-ce que l'ordinateur, l'outil, travaille avec ces représentations-là mathématiques. Parce que derrière ça, je pense que c'est quand même les idées non bornées par comment que la machine fonctionne, qui amènent des nouvelles idées. Puis après ça, je trouve l'informatique est là pour faire vivre ces idées-là. Là. Fait que tu vois l'informatique comme un support finalement de ces concepts-là? Pour moi, c'est dans ma pratique, là, c'est pas de dire le rôle, là, je pense que c'est pas le concours, mais mettons ta vision de ça, c'est un peu ça, évident de dire que la mathématique t'a donné un bon background pour comprendre qu'est-ce qui se passe, puis après ça, l'informatique est un outil pour te permettre de l'accomplir. Ouais, pour moi, c'était une question d'être une manière de gagner ma liberté en quelque sorte. Mais mettons que c'est comme actuaire, tu faisais des modèles, puis après ça, il y a comme un département, il y a un autre département que tu comprends pas trop, qui est l'informatique, puis qui s'occupe de la prod. Mais tu comprends pas trop ce qui se passe. Puis après ça, tu pitches ton fichier Excel, puis ça arrange avec ça. C'est ça. Puis là, après ça, tu dis, hey, j'aimerais ça faire ça. Puis là, on te dit que finalement, ça va prendre 2 ans, 2 millions de budget, mais tu comprends pas. Fait que tu sais, il y a comme, il
il y avait comme un élément de deux solitudes, en quelque sorte, entre qu'est-ce qu'on veut faire, puis comment est-ce que c'est possible d'être fait. Puis je pense que c'est deux solitudes qui sont en train d'être réconciliées là, en ce moment avec la science de données, finalement. C'est que ça fait cet amalgame-là entre être en mesure d'exprimer comme l'idée, avoir un modèle et de le faire vivre dans la vraie vie, de le mettre en production. Fait que de pas de me dire ok, j'ai pensé à ça, mais je suis capable de le mettre en production puis de voir le résultat tangible. Puis ça, je pense que c'est un step qui est aussi assez valorisant parce que tu as le contact, tu te sens beaucoup plus valorisé quand tu vois le résultat tangible de ce que tu as fait. Que tu passes un autre projet, puis tu passes un autre projet, puis que jamais tu l'as en production. Là. Ouais, puis finalement, ça... Tu sais, de comprendre les limitations auxquelles les gens vont faire l'implantation, qu'est-ce que ça implique pour eux de faire cette implantation-là, ou pourquoi est-ce que finalement telle demande fait doubler le budget, ou dans l'autre, ça l'aide à comprendre les contraintes, ou des fois de réaliser, ok, c'est parce qu'on se comprend pas, là, ça n'a pas besoin d'être aussi compliqué que ça, là, dans le fond, ce que je veux faire, c'est juste ça, puis puis c'est pas si sorcier que ça, fait que je pense que d'avoir cette compréhension-là, un peu informatique, ça va pas être nécessairement super poussé, mais ça aide juste à comprendre les enjeux des fois de chacune des personnes qui font partie de cette chaîne-là, cette chaîne de valeur-là. À notre échelle, chez Vovest, la chaîne de valeur elle implique pas beaucoup de personnes, là, mais c'est sûr que dans une grosse organisation, ça peut être aussi réaliste en termes de spécialisation, de s'attendre à ce que la personne fasse tout back à back jusqu'à une production, est-ce que tu as à servir le modèle pour 2 millions d'usagers, à m'emmener. Il y a d'autres, c'est pas pour rien que le monde, il y a plein de spécialisations, puis tout ça, on va s'attendre à tout faire. Je fais du deep learning, puis je peux faire un véhicule autonome, puis je suis un king du NLP, puis tout, c'est... Des fois, tu as une perspective générale. Non, ça, tu peux avoir une intuition puis comprendre les lignes générales, puis des fois, ça peut être bien suffisant pour être plus productif. Là. OK. Puis, c'est pas mal juste toi qui fais le code auprès de Vovest, ou c'est quand même assez, vous êtes plusieurs à contribuer? En ce moment, quand je suis rentré, c'était un peu pour industrialiser tout le processus. Là. Fait que l'aspect code en ce moment, c'est... je fais la majeure partie, là, ça tombe sous ma table. Les scripts, initialement, Carl avait fait développer déjà les algorithmes avec les méthodes de machine learning. Lui-même l'avait construit. Fait que il programmait déjà en R. Puis moi, en arrivant, j'avais peut-être un spectre plus d'expérience aussi dans le pipelining et l'industrialisation de la chose. Fait que j'ai comme étendu, réélargi le spec. Puis en ce moment, je pense que c'est quelque chose qui lui manque parce que là, il y a comme plus de temps pour mettre sur le code. Fait que là, en ce moment, c'est pas mal, dans les derniers mois, c'est pas mal juste moi qui ai été sur le code finalement. Okay. Là, on essaie d'engager justement pour qu'on puisse libérer du temps là, parce que ça fait partie de... on a tous chacun on a comme établi des besoins de comment le temps qu'on veut pouvoir mettre à faire du code, à générer des idées. Puis on va voir comment que ça va. On va pouvoir équilibrer, disons, pour que tout le monde y trouve son compte. Là. Ouais, que ce soit pas juste 95% de code, puis que tu puisses avoir plus de temps aussi sur des idées pour être capable d'améliorer finalement votre processus. Ouais, c'est ça. Okay. Mais jusqu'à date, je pense on a trouvé j'allais dire un équilibre, là, mais c'est une start-up, fait que c'est un équilibre qui prend... c'est un équilibre de start-up, là. C'est ça. Non, c'est pas vrai. Peut-être équilibre, c'est peut-être pas le bon terme. Un déséquilibre de start-up. Une asymétrie de start-up, là, finalement. Ouais. C'est quoi, maintenant, ton processus normal pour arriver à dire, t'as un nouveau module que tu vas rentrer en place. C'est quoi, à peu près, ton workflow normal que tu vas faire pour arriver à mettre en place ce modèle-là? Du moins, le tester, pour voir si tu choisis. C'est quoi ton processus intellectuel habituel en machine learning? C'est plus un genre quelqu'un qui va faire beaucoup de revues de littérature avant, te mettre tes mains dans le code, ou... Ouais, j'étais assez boboche sur la revue de littérature, là, je t'avouerai. Là. Boboche, qu'est-ce que tu veux dire par boboche, mettons? Je scanne des articles par-ci par-là, mais tu sais, je suis pas genre à... Tu lis les abstracts? Ouais, honnêtement, j'ai comme des... C'est peut-être
Ben, mais même pas. Tu sais, C'est keyword. tu sais, c'est bien en masse. C'est peut-être plus que des fois, je vais comme... C'est peut-être mon genre un peu entêté qui fait que des fois, comme il y a des certains thèmes que j'ai en tête que je veux pousser, puis il va y avoir comme un ou deux articles que, là, que je vais tomber qui va comme résonner avec le genre de choses que j'aurais eu envie de faire. Puis là, je vais comme quand même aller dans le détail, là, scanner ce qu'il y a là-dedans. Fait que je vais comme plus être un peu plus concentré, rentrer dans une approche binge, mettons. J'ai comme... Ok, genre tu pars, mettons, t'es comme ah, ça m'intéresse, tu vas lire 12 articles dans cette ligne-là. Binge watch, là, finalement, comme à Netflix, c'est ça que tu veux dire, c'est ça? Ouais, genre binge, mais peut-être pas tant d'articles, là, tu sais, je vais souvent regarder un peu comme l'intuition, voir, ok, c'était dans cette direction-là. Moi, j'avais ça en tête, puis là, je vais me dire, ok, je vais combiner, ouais, c'est ça, c'est intéressant, dans le fond, comment qu'ils l'ont fait, ça a pas mal plus d'allure. Mais cet aspect-là que j'avais en tête, que je pense que c'est quand même pertinent, puis là, je vais partir, mettons, avec ça. Okay. Fait que souvent, ça va être. Faut quand même faire pas mal d'exploration, puis de gossage, si on veut, là, tu sais. Ouais, voir l'idée. Je trouve que ça. Gossage, ouais. Ben, tu sais, on a quand même un pipeline qui est intéressant. On a une mécanique en place qui est assez facile, là, tu sais, de faire rouler des modèles, lancer de l'hyper search et un random parameter search, par exemple. Puis de voir les résultats out of sample, comment est-ce que ça va se comporter. Fait que c'est quand même... au départ, je vais pas nécessairement lancer comme la grosse batch d'hyperparameter. Ça va être juste voir est-ce que ça roule, là, mettons. Fait que ça va être une série d'itérations comme ça. Juste voir ok, l'architecture, la mécanique que j'avais en tête. Est-ce que c'est possible de faire un premier draft vraiment brut, lettre, là. Juste voir est-ce que ça fonctionne. Puis ensuite... Des fois, il va y avoir quelque chose qui va briser ou un résultat qui va être farfelu, genre beaucoup trop de lift. Ok, t'as peut-être brisé quelque chose, fait que je vais pas passer trop de temps à faire plein d'upper search si la première itération, tu vois, c'est assez clair que les résultats n'ont pas de sens, qu'il y a un glitch. Là. Puis une fois que ça c'est fait, ben, là, il va y avoir premier affinement, mettons, d'une architecture de modèle. Puis de là, là, il va y avoir un upper search qui va être lancé, puis fait cross-validation, là, chez la mécanique, ça, c'est un peu le 101 là, d'une méthodologie objective pour évaluer les modèles, là, donc 5 à 10 cross-validation, puis ensuite on garde les meilleurs modèles, on garde le out of sample, puis on collecte les mesures de performance out of sample, puis c'est là-dessus qu'on base notre jugement. Là. OK. Puis, mettons, dans le plus clair de ton temps, tu penses que c'est quoi, à quoi tu alloues plus de temps dans une semaine, mettons? C'est plus apprentissage, mettre en place le code, faire de la validation ou des trucs comme ça? Cleaner des data aussi? Ben, tu sais, dernièrement, t'es encore là dans la dynamique startup, il y a pas mal de temps qui a été mis préparation de données. On veut construire une nouvelle base de données plus granulaire, là, plus fine. Qu'est-ce que c'était, mettons, plus granulaire? Ben, pour avoir des données quotidiennes sur un plus large éventail là, de fait qu'un historique plus riche là, d'informations. Puis ça, c'est genre du web scraping que tu parles finalement? On a déjà des fournisseurs, des interfaces pour aller collecter des données. Tu connecter sur l'API puis d'aller pouler l'information. Ouais, sur l'API ou sur une interface, un outil pour aller faire des extracts d'informations qui ensuite on va faire des dumps, mettons, d'extraction, puis qu'ensuite, si ça se passe bien, ben, on va pouvoir le mettre en mode de production là, sur une job là, qui va mettre à jour ces extracts-là. OK. Puis pour ça, ben, on allait voir, c'est ça. Fait que pour la validation de données, finalement, c'est quelque chose qui prend toujours beaucoup de temps. Là. Ça, c'est rien de neuf. Mais tu sais, en machine learning, je pense au moins 90% de ton temps, c'est de cleaner des données, puis de travailler sur des données. Là. Ouais, puis je pense, à date, c'est pas mal mon expérience. Là. Ouais, ben en ce moment, tu sais, au départ, il y avait déjà comme
il y avait une job que Carl avait vraiment fait une grosse job du défrichage pour la création de features et compagnie. Fait que au départ, j'avais pas eu à mettre tant de temps que ça. Fait que j'avais eu, dès le départ, pu me concentrer plus sur l'aspect industrialisation du processus. Okay. Puis, systématisation des cross-validation et compagnie. Puis là, avec les nouvelles bases de données, on essaie un peu de gagner on essaie d'être plus autonome, là, être un peu plus smart chez nous là, en termes de gestion de données. Fait que là, ça demande de se remettre les mains un peu plus dedans, là, les mains dans le cambouis. Là. Puis c'est ça, le processus est quand même intéressant parce que ça révèle plein des fois de petits détails que ça va pas comme faire exploser les résultats, mais tu réalises des cas d'exception, tout ça qui finissent par ça ajoute de la profondeur, de la compréhension finalement des données avec lesquelles tu traites. Puis tu peux jamais assumer que même si un fournisseur de données est bien robuste, il est bien établi, il y a tout le temps il y a tout le temps des merdes des données. Peu importe peu importe c'est qui, là, tu peux jamais assumer que tout va être tout le temps clean, là, ça arrive jamais. Non, il y a toujours des petites affaires, t'es comme on va essayer de parser qui n'a pas fonctionné comme il faut, puis peu importe. Là, puis c'est le bout pas sexy du machine learning, mais c'est le bout qui fait aussi une grosse différence, je pense. Là, tu fais juste faire ton extract bien brut d'informations, tu fais un modèle là-dessus, ça a l'air bien beau, mais en production, certainement que ça sera pas. Tu pourras pas faire un produit d'investissement avec ce genre d'extraction-là. Il va y avoir plein. Il y a tellement plein de manières de se tirer dans le pied en n'étant pas rigoureux dans l'organisation des données là, que c'est une. Tu sais, qu'on en parle, qu'est-ce qu'on fait, notre expertise va présenter à quel point que on maîtrise on est vraiment compétent, on maîtrise le machine learning, des applications en deep learning sur des séries chronologiques, mais ça reste que je pense qu'une partie pas peut-être tout aussi importante derrière ça, de ce qu'on peut créer comme valeur, vient du fait qu'il y a une bonne compréhension au sein de l'entreprise des informations financières, puis de comment est-ce qu'ils doivent être traités. Là, fait que c'est vraiment pas négligeable. Là. Puis encore là, on parlait le data science qui règle tout, mais ces connaissances-là, c'est indépendant du data science. Ouais, puis ça me fait penser, même chez Intact, finalement, certaines discussions que j'avais sur comment faire un modèle, des fois les challenges, les meilleurs challenges des fois que j'ai eu, c'était du monde qui programmait pas, mais des actuaires qui ont une bonne tête, puis il disait, t'as-tu considéré ça? Mettons, quand il y a une catastrophe, les gens qui vont réclamer dans ce secteur, mais bref, il y a une considération, disons, de contamination des données d'entraînement et d'évaluation. C'est le genre de choses que t'as pas besoin de programmer pour avoir cette intuition-là que c'est quoi le genre de problème qui pourrait arriver dans le modèle. Puis des fois, si tu te détaches de cette considération-là de l'outil, justement, puis tu penses juste au processus, des fois, peut-être que ça te donne les coudées plus franches pour te poser, d'être un peu plus libre dans tes questionnements. Enfin, c'est des cas anecdotiques que j'ai pu rencontrer. Là. OK. Ouais. T'as veut-tu encore un peu? Un petit peu de bière? OK. Ouais, c'est un petit peu. On en a en masse. Parfait. Je sais plus on allait où avec ça. On avait commencé avec le data, on parlait... Ouais, de tes journées, c'est ça. Fait que, mettons, tu dirais que tu alloues quand même... Là, plus présentement, tu avais un peu plus de temps pour les données, mais avant, étant donné qu'elle avait déjà été faite une bonne partie de la job, tu n'avais pas eu besoin de penser au début. Là. Puis le reste du temps, mettons, c'est plus est-ce que tu fais de la lecture, je veux dire, c'est quoi que tu essaies comment tu essaies d'occuper ton temps autour? Est-ce que t'es-tu une genre de personne, mettons, qui... Tu sais, il y en a, mettons, c'est comme moi, je vais marcher pour réfléchir, je vais faire telle affaire pour réfléchir à des affaires, je reviens, puis tu sais, est-ce que c'est le genre d'approche que tu fais pour travailler ou. Ouais, C'est pas très valorisant en entreprise, absolument, en corporation, de prendre des pauses, là. Tu sais, on dirait qu'il faut toujours que tu aies les mains sur ton clavier pour que tu travailles, là, du moins pour donner l'impression que tu travailles, là. Ouais, ben ça, c'est quelque chose d'intéressant que. De mon court passage chez Element AI, c'était quand même de quoi qui était vraiment. Qui était mis en place, mais qui était vécu. Est-ce que tu veux dire, mettons, d'avoir les mains sur le clavier? Non, le contraire plutôt, de genre prendre des pauses, là, qu'il y avait un air de.
il y avait vraiment une aire de pause, puis des coussins ou des petits sièges où tu peux aller méditer, là. Puis il était pas juste là pour la décoration, il était utilisé, là. Fait que, puis tu sais, c'était réellement utilisé, puis pas juste par une ou deux personnes, là. Fait qu'il y avait... Le bureau complet, elle est là au moins une fois par journée, mettons, tu sais. Ouais, là, quand même pas, là. Ben, tu sais, moi, j'utilisais pas, là, par exemple, là. Fait que, tu sais... Bureau sauf toi. Ben, déjà, mais c'est ça. Celle qui a pas compris qu'il fallait qu'il... Bon, non, mais je pense que t'es dit pas méditer, tu devrais. Mais ça, c'est un peu, là. Mais genre que c'était tout à fait intégré parce que l'exemple là, où il y avait une console de jeu dans au début dans le Data Lab, puis de jour, je me souviens pas qu'elle ait servi durant la journée, puis moi-même, je pense pas que ça aurait pas posé problème, mais des fois, l'inertie culturelle fait en sorte que si t'es tout le temps habitué à travailler à ton bureau, puis là, on donne une console de jeu, ben... Tu vas pas aller jouer, là, t'oses pas. Tu l'as jamais fait, fait que là, tu le fais pas. C'est peut-être... ouais, ça, c'est assez... une conception sociale aussi, là, mais tu sais... je sais pas, mais moi, souvent, là, je vois quand je suis bloqué, là, je me lève de mon bureau, puis moi, je vais faire le tour à côté. Je vais marcher. Puis après ça, je reviens. Puis souvent, là, j'ai pas plus d'idées, mais ça marche bien, là. Je suis pas genre, let's go, je viens de trouver la solution, genre, de tous les problèmes, mais ça fait juste du bien, là, ça, je suis comme... Ok, là, je peux me reconcentrer, puis après ça, souvent dans l'heure qui va suivre, les choses vont se régler, là. Ouais, ben, ce qui m'aide peut-être dans cette perspective-là, c'est le fait qu'on a des bureaux partagés chez WeWork à Place Ville-Marie, mais aussi une couple de journées par semaine ou faire des demi-journées que je vais aller travailler dans des cafés autour de chez moi. Puis c'est ce que je faisais pour quand je disais les examens professionnels aussi. D'être ce genre d'environnement-là, ça enlève un peu l'impression d'être dans un cadre de OK, je suis au travail, là, je suis supposé faire quelque chose là. Fait que ça l'enlève une sorte de pression d'environnement. Puis ça fait en sorte que justement je me sens peut-être l'esprit un peu plus léger dans ce temps-là. Puis ça permet aussi de faire un changement d'environnement, d'aller dans un café, avoir un peu de bruit blanc. Faire un bout là, quelques heures, transférer, disons, en après-midi dans des bureaux de WeWork, puis faire un autre bout là. Ça, c'est quelque chose qui aide. Ben, aussi, je fais beaucoup de courses à pied, fait que ça c'est peut-être l'aspect aération des idées. Là, des idées, là, ouais, ben, c'est sûr, ça devient un must, là, quand tu t'y mets, après ça, c'est comme une dépendance, là. Après ça, tu deviens marabout quand t'arrêtes d'en faire avec tes prix. Ouais, mais tu sais, l'activité physique aide quand même beaucoup, je pense, à la concentration, des choses comme ça. Pour du moins beaucoup de personnes. Là. Je pense pas que c'est une règle binaire. Là. Ouais, ben je pense qu'on peut s'entendre, c'est probablement assez sain de bouger, là, de bouger le derrière un peu, au moins. Ouais, mais tu sais, t'en as qui ont une certaine de conception. Puis, en tout cas, moi j'ai passé par là, du moins quand j'ai fait le bac, c'était comme j'ai tout mis de côté juste pour me concentrer sur une chose. Je pense pas que ça a été la chose la plus gagnante, mais j'ai passé à travers pareil. Puis je pense que c'est une conception qui est quand même assez présente que, comme si tu veux coder, il faut que tu aies les doigts sur le clavier. Puis c'est là que ça se passe, là. Puis il n'y a pas de comme quand t'es chez vous en train de prendre le bus pour aller à l'école, t'es comme hey, cette classe-là, je pourrais peut-être la faire arrêter de celle-là. Puis finalement, j'inverse ma dépendance, puis je vais peut-être être capable de régler mon problème. Mais tout ça, c'est comme pas. J'ai pas l'impression. Du moins, j'ai pas beaucoup travaillé en entreprise non plus au niveau du code, mais c'est pas l'impression que ça m'a donné. Puis quand je règle mes problèmes, moi maintenant, c'est pas mal plus comme ça que je vais savoir comme approche. Parce que mon cerveau, je le laisse travailler, puis à un moment donné, genre, je peux pas lui demander d'avoir une solution live là tu sais. Ouais, ben j'ai pas beaucoup d'expérience dans un rôle dans une boîte qui était de type code là. Est-ce que comme actuaire de Data Lab, c'est pas ça. T'es pas comme programmeur, là, t'es actuaire. Ouais, c'est ça là. Même si finalement de façon pragmatique, tu passais ta journée à faire du code là. Les doigts sur le clavier là. Ouais, quand même. Mais de ce que je vois dans mon écosystème plus récent, que je sois Element ou les gens chez WeWork, là, j'ai l'impression que cette notion-là que tu es supposé être en train de coder tout le temps sur le clavier, j'ai l'impression que c'est un stéréotype ou un a priori qui est pas trop présent dans les esprits, là, du moins dans les environnements que j'ai côtoyés récemment. J'ai senti qu'il y avait quand même de l'ouverture puis cette
une sensibilité, tu sais, ça reste du bon sens. Tu sais, si on le ressent, toi et moi, comme programmeur, d'avoir ce besoin-là de libérer puis de prendre une petite marche pour avoir de l'inspiration, tu sais, généralement, le boss ou la personne qui va gérer la boîte va aussi être sensible à ça. Là. Fait que je pense que comme culture de travail, j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'évolution de ce côté-là. Là. Je sais pas comment que ça peut être dans des boîtes typiques, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'exemples où les gens sont assez pragmatiques puis valorisent disons un équilibre mental au travail. Là. Je pense que c'est valorisé, puis j'ai l'impression qu'il y a comme une volonté sincère là, de mieux faire les choses de ce côté-là. Là. Fait que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est dans une bonne direction de ce côté-là. Là. Du moins peut-être été juste chanceux dans les environnements où j'ai été. Là, mais c'est sûr que t'es quand même. Element AI, c'est quand même une start-up. Présentement, t'es quand même dans une start-up. Ça donne une ambiance, je pense, qui est déjà différente. J'en comprends. Je pense que le modèle corporatif ne semblait pas beaucoup te rejoindre sur certains points. Ouais, je pense que c'est l'élément de comprendre un peu l'ensemble de l'écosystème, les enjeux qui viennent plus politiques dans des grosses boîtes, puis tout ça. Ça finit par avoir une influence sur comment que les projets sont faits, puis moi, il y a une certaine mesure, ça me dépassait, j'avais pas l'impression de comprendre ou de vraiment savoir comme quoi faire pour que ça passe ou vraiment comprendre où se situer dans cet écosystème-là. Fait que dans des équipes un peu plus petites, je trouve ça... c'est moins présent. Là. Ouais, c'est plus facile. Tu vas y parler puis c'est fini. Là. Ouais, ça. Ça vient avec d'autres des avantages où des fois tu peux te sentir plus isolé en termes de ressources et compagnie. Là. Il y a l'aspect de la profondeur. Là, tu peux pas avoir le meilleur des deux mondes non plus. Non. Mais ton passage à Element AI, t'as-tu aimé ça? C'est quand même une grosse start-up, là, finalement. Là. Ouais, c'était... Ils sont rendus pas loin du 300-400, me semble. Ouais, je pense que c'est plus de 400 employés maintenant. C'est là. pas mal, ça commence à être une start-up qui s'en va vers une grosse compagnie, là, tu sais. Ouais, c'est... PME dans le sous-sol de chez Papa Maman, tu sais. Ouais, je sais pas, c'est le genre de... On pourrait appeler ça comme genre une chimère entre une grosse compagnie et une start-up parce que t'as un peu à dealer avec l'aspect d'une grosse staff, finalement, puis aussi le fait que c'est en développement, là. Tout est jeune, tout est à faire, là. Mais finalement, je suis resté là un 6 mois, fait que c'était assez bref, là, fait que j'ai pas une expérience super profonde de la compagnie, mais c'était tellement comme déterminant pour moi pour me donner, je pense, confiance à pouvoir faire le saut, mettons, de me dire ok, je vais me sauter dans un projet de start-up comme Ivovest. J'ai l'impression d'avoir été, malgré que ce soit juste 6 mois, j'ai l'impression d'avoir été comme beaucoup mieux outillé pour pouvoir le faire après être passé par Element AI que si j'avais fait le saut directement chez Intact, là, juste en observant simplement comme on est habitué comme moi comme actuaire, ton mandat, ton rôle au sein de l'entreprise il est bien établi, là, tu te poses pas de questions existentielles, à quoi que je sers, c'est quoi le rôle de la compagnie, on vend des assurances puis on essaie de gagner la bataille de la segmentation, il y a des réponses assez faciles à certaines questions sur les rôles là, auprès de la compagnie. Tandis que dans une startup, ce qui était quand même nouveau pour moi, c'était de se dire, mais c'est quoi finalement c'est quoi le produit, c'est quoi où est-ce qu'on va aller ajouter de la valeur, comment est-ce que comment que ça va être mis en marché, puis c'est quoi moi-même mon propre rôle, là, comme j'arrive comme actuaire, mais dans cet écosystème-là, ça veut rien dire, là, on s'en fout, là. Tes examens, là, c'est pas mon problème, si t'avais passé 5 ans à les étudier, là, ça te donne pas des droits, là, t'sais. Pourquoi t'as des lettres après ton nom, là, qui veulent rien dire, là? ouais, c'est ça, juste ça, Pika, pourquoi t'as fait ça? Escase, ça, Ouais, juste ça, c'est... ouais, tu te retrouves... je me suis senti comme plus vulnérable. Là. Juste ça, c'est comme une bonne chose. Là, c'est de l'humilité, là, finalement. Là, ouais, les compagnies d'assurance, les actuaires, c'est... Ouais, t'as une crédibilité. T'as une crédibilité déjà achetée. Tu vas parler à des gens de la souscription, du marketing. T'as une crédibilité comme actuaire. Là,
Là, elle n'existe pas. La crédibilité, souvent, est des fois plus académique que des titres professionnels. Puis, du point de vue académique, ce que j'ai sur mon titre, ben, c'est un bac. Fait que, ça n'a pas l'air. BSC, non! J'en ai vraiment ça à côté. Mais en même temps, c'est ça. Fait que là, t'es là d'une manière peut-être un peu plus, en même temps, un peu plus saine que qu'est-ce que tu peux faire, là. Puis t'essaies de, ok, à faire abstraction de, ben, justement, là, des titres, puis des décorations, puis qu'est-ce que intrinsèquement tu peux faire avec ce que tu as eu comme expérience. Puis effectivement, tu parles d'humilité, mais tu découvres que t'es encore là, réaliser qu'il y a plein de monde dans plein de disciplines qui connaissent plein de choses intéressantes. Là, il y avait des gens qui ont des backgrounds en physique, en biologie, aussi des développeurs que j'étais en contact là, plus directement avec développeurs vraiment sharp. Là, ça avait réalisé comme oh, ok, il y a comme des croûtes à manger là, sur Je suis pas si bon que ça en R finalement. ouais, c'est ça. Ben, en R, je pense que j'étais pas pire. Là. En Ça... R, je suis correct. VBA, ok, peut-être. Ouais, puis tout l'aspect, comme c'était système, production, ces éléments-là. Tu t'en apprends pas mal là-bas, mettons. Ouais, ben tu parlais des pipelines, dockerisation des processus, puis tout ça, c'est sûr que j'ai retiré pas mal de best practice dans l'exposition que j'ai pu avoir là-bas. Là. Okay. Fait que de ce point de vue-là, c'était certainement une très bonne école là, pour faire couvrir, combler un peu le step entre des apprentissages que tu fais un peu à botch avec des Kaggle, puis des lectures, puis des projets on the side, versus là, travailler dans un cadre professionnel avec des pros de leur domaine. Avec des gens, puis dans une collaboration au sein d'une compagnie, d'être exposé à la manière dont ils faisaient les projets, ben, ça comble aussi un autre fossé. Là. Fait que... fait que ça a été un 6 mois intense, là, comme on disait après... Il y a des entrées de personnel, mais il disait après 2 semaines, tu vas être comme un ancien. Là, puis, après 2 semaines, il y avait comme une autre batch de nouveaux employés. Puis c'est vrai que tu te sentais comme tu faisais partie. J'étais un senior. Là. Tu peux introduire le monde à la boîte. Puis tout ça. Mais il y avait le rythme, là, que le temps passe. L'espace-temps, il est vraiment. Je sais pas si j'aurais dire compressé ou stretché, là, mais. Il change, là, mettons, dans un environnement comme ça qui est vraiment très fast-paced. Là. Okay. Fait que j'ai l'impression, je sais pas si on est même aussi fast-paced à Ivovest, là, mais c'est un autre genre là, aussi. Vu qu'on est comme. La mission est comme assez clairement établie. On fait de la gestion de portefeuille. Là, c'est très focus. Là. Ouais. Puis je pense que c'est quelque chose que je trouve intéressant de me dire, ok, ça c'est la chose sur laquelle on va développer, concentrer, puis une mission très focus, ça fait que ça c'est de quoi qui m'a ramené un certain équilibre entre être à courir dans toutes les directions d'une start-up plus l'articulation d'offres et de produits puis tout ça, je pense que je suis certainement passé comme de 2 extrêmes complètement entre un milieu de l'assurance puis une start-up en AI là. Que tu penses pas vraiment, c'est un milieu que tu penses pas vraiment te lancer en affaires, là, je pense que c'est un milieu d'assurance. Qui commence à avoir des insurtech, mais c'est pas un milieu que tu t'attends, que tu te dis genre moi je vais partir de business d'assurance. Non, je pense qu'il y a déjà des chefs de file qui sont déjà bien établis. Là. C'est vrai qu'il y a quand même des startups là, qui commencent, du moins. Il y a Covera, là, que j'ai déjà entendu, qui est finalement un broker en ligne. Ben, là, je pense qu'il vient d'être vendu, là, il vient d'être acheté. Mais qui sensiblement c'est un système AI qui te faisait des recommandations d'assurance, puis tout était un processus automatisé, puis il te demandait des questions, puis il se linkait sur les compagnies d'assurance, des brokers, puis finalement il te recevait une police qui était plus intéressante à tes besoins. Ok. Là tu vois, on avait ça a donné que j'ai acheté un moment à quelqu'un, puis c'était vraiment intéressant, mais il me semble que j'ai vu dernièrement que ça avait été vendu. Puis lui c'était un gros problème, c'était de scale-up, là. Il était juste plus capable de suivre la demande à la fin. Là. C'était tellement populaire que j'ai pas les ressources pour gérer toute cette clientèle-là. C'est un beau problème. C'est un beau problème, effectivement. Là,
Ok, mais il n'y avait pas vu aller vers du funding pour scaler, on sait pas. Mais je sais pas C'est comment l'achat a réglé ça. J'imagine, ça a été ça son funding. Là. Mais vous autres, avez-vous du funding, des choses comme ça? Vous faites des levées de fonds? Ou, Ouais, initialement, quand quand je me suis joint, finalement, ça s'est fait au moment où il y avait une première levée de fonds là, avec trois investisseurs privés là, qui avaient investi. Puis ça a donné comme ça une rampe de lancement puis qui a donné des liquidités aussi pour puisse verser un salaire. Là. Ok. C'est le fun de manger les semaines. Ouais, ça, j'avais pas. C'est un peu avec les startups, là, c'est le capital. Là. Ouais, tout à fait. Là. Puis, tu sais, ça. Dans l'environnement où on était, tu sais, il y a quand même, tu sais, dans le milieu machine learning AI, je pense qu'il y a quand même un bon appétit là, du côté du VC puis du private capital. Là. Fait que je pense que c'est certainement plus facile de se lancer dans une compagnie qui fait du AI que se starter une mine de cuivre, mettons. Là. Effectivement. Présentement, c'est un gros buzzword, donc c'est sûr que les investisseurs veulent se coller à ça parce qu'ils veulent laisser profiter de tout ce qui est licorne d'or potentiel. Mm-hmm. Mais, ok, c'est cool. Fait qu'on a pu avoir ça, premier funding, puis il y en a eu un deuxième, aller chercher d'autres capitaux qui nous a permis là, de financer les frais associés au lancement d'un fonds. Okay. Parce que c'est aussi plein de réglementations, il y a des frais à chercher, des certificats, des choses comme ça. Ouais, plusieurs frais fixes. Et puis là, on fait affaire avec un partenaire là, Majestic là, qui offre comme une solution un peu clé en main pour une sorte d'hoteling là, pour héberger notre fonds, puis qu'eux, ils assurent là, beaucoup des fonctions administratives là, associées à l'administration d'un fonds. Là. OK. Fait que ça, c'est une manière là, justement qui nous a permis là, de simplifier puis d'aller plus facilement au marché. Là. Fait que ça, c'est une approche que je trouve quand même assez intéressante là, que Carl Lavis, tu pas attendre là, de faire 3 ans d'R&D avant d'avoir le produit parfait puis de le lancer. Rapidement, après comme des itérations, quand les choses faisaient bien du sens, il y a des produits live qui ont été mis en prod avec du vrai argent, puis je pense que c'est une bonne manière aussi d'apprendre. Tu t'assures que tu as quelque chose qui est quand même qui fait du sens, mais de ne pas attendre que tout soit parfait puis que le processus soit final, là, finalement, okay. Parce qu'il n'y a pas de fin au raffinement puis des méthodologies. C'est toujours des nouvelles dates à chercher. Là. Ouais, fait que je pense que ça, c'est une approche aussi qui me parlait, là, de se dire... justement, peut-être parce que des fois, je dois être un peu idéaliste, puis j'essaie de faire les choses parfaites, puis le sens du pragmatisme, de dire, OK, on y va, là, on fait de l'avant, ça, je sentais qu'il y avait une complémentarité là aussi sur la manière d'envisager les choses qui ferait en sorte que ça pourrait donner de quoi qui se tiendrait, là. Ok, on est là avec un petit problème technique, on a manqué de piles. Oh. On va y aller avec les dernières questions là, pour finir ça. Quel livre tu recommanderais en machine learning? T'en as-tu un ou t'en as pas lu? T'en as pas lu? Ok, un blog sinon, quelque chose que tu recommanderais de lire? Une vidéo, mettons sinon? Ouais, il y a pas vraiment de trucs tant techniques, mais j'aimais bien les discussions de Zach Lipton, là, il y a comme je pense que c'est Statistically Incorrect, je sais là, faudrait que je retrouve le nom. Hey, là, j'ai pas été prévenu, je me serais préparé des titres. Là, okay, c'est vrai dépourvu. C'est ça, mais fallait que ça vienne sur le plan. Mais... Des tout. Sinon, il y a le livre. Côté livre pour le Deep Learning qui vient de sortir, c'est le Deep Learning Book. Là, c'est. Faudrait que je retrouve le nom est très bref. Là, c'est comme D2, L2. Puis finalement, c'était développé autour là, ça s'appelait. Le livre, le MXNet Straight Dope, là, qui a été développé initialement. Puis c'était comme plein de notebooks qui introduisent comment faire une intro de deep learning, mais avec des exemples appliqués, puis aussi une mise en contexte plus générale, dans le fond, pas juste
appliquer le deep learning, mais que ça part à juste l'utilisation des tenseurs, puis faire une régression linéaire, le backprop, les optimiseurs, dans tout ça. Puis là, c'était comme wrappé dans un format plus formel de livre. Fait que ça permet d'avoir un livre du code, des exemples appliqués, et fait qu'autant la théorie que quelque chose de très pragmatique d'implantation. Fait que ça, je trouve que c'était pas mal bien fait, là. Ok. Écoute, là, je sais pas encore combien de piles qu'il me reste, là. Fait que, avant que ça coupe, on lui a demandé, comme dans 3 ans, où est-ce que tu te vois un peu, Ivo Vest. Ouais. C'est où que tu te vois, mettons? 3 ans plus tard? Oh non. Bon, écoute. On va le finir juste avec le son. Ok. Puis, on va y aller de même, là. La caméra nous lâche, là. Fait que, mais c'est ça, comme dans 3 ans, où est-ce que tu te vois? Penses-tu faire encore du machine learning? Penses-tu aller plus loin? Penses-tu graviter encore au niveau de la finance? Ou... Ben, j'imagine, j'espère bien que ça va être toujours avec Ivo Vest, que le projet va être un succès, qu'on va passer le break-even point. Puis, ben, je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait pu se rapprocher, l'objectif de pouvoir avoir le produit au niveau plus retail. En ce moment, c'est plus du high net worth, les gens ou de l'institutionnel, mais que l'objectif initial, de dire produit d'investissement pour tous, qu'on ait une manière de solutionner cette distribution-là, cet accès-là à des produits d'investissement relativement sophistiqués un peu à tout le monde. Ça, je trouvais ça intéressant. Puis, j'aimerais bien ça de voir qu'il y a une espèce d'écosystème de gens, de tripeux, de modélisation, puis de background de toutes sortes qui contribuent à nourrir puis à développer ce moteur-là, cet engin-là qui développe les produits, qui exécute les stratégies. Je pense que ça serait quoi que je serais vraiment content de voir que là, ce qu'on fait avec notre petite équipe, finalement, que ça devienne comme une shop où des gens, des tripeux qui ont envie de développer autour de problèmes de série chronologique puis qui s'intéressent aux enjeux liés à l'investissement, que ce soit comme un go-to de dire Ivo Vest, c'est la place pour faire des idées long shot en investissement. Ça serait wow, là. Ce serait le fun, c'est vraiment un coup de genre un peu de finance hub genre ML, là, tu sais, genre de dire c'est un lieu que tu peux aller commencer à explorer puis voir qu'est-ce que ça donne là, pour le niveau d'implantation de machine learning puis d'AI, là. Ouais, ben, puis super bien. C'est tout le temps bien tricky, tu sais, le ML, le AI est beaucoup en open source, la recherche partagée, puis c'est sûr que, tu sais, l'investissement, c'est pas... ça se prête mal à mettre les codes sources sur GitHub, là. Ouais. Fait que, il y a cet enjeu-là, mais je pense que c'est un environnement qui est vraiment intéressant, compte tenu, tu sais, des données, puis des problèmes vraiment concrets que ça s'attaque. Je pense que c'est un beau domaine pour les gens qui s'intéressent à la modélisation, là. Parfait. Ben, je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup d'être venu, Jérémy. Cool, ben merci de l'invite. Ben le fun. Un plaisir. Fait que, bonne fin de journée. Salut.